Professeur Michel Reynaud, bonsoir. Vous êtes chef du service addictologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Alors, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies vient de remettre son rapport 2013. Alors, on le savait, c'est une confirmation. Les jeunes s'alcoolisent, bon, de plus en plus jeunes, mais surtout, ils sont capables de s'alcooliser massivement. Il y a ce chiffre quand même. À 17 ans, un jeune sur deux devient ivre et saoul au moins une fois par mois. Vous, concrètement, vous en voyez de plus en plus jeunes, et ça n'était pas le cas avant. Vous voyez des jeunes de 15 ans, 16 ans en coma éthylique dans votre service? Alors, pas dans mon service, ils arrivent aux urgences. Le problème est de faire comprendre à la société française qu'un coma éthylique, c'est grave et que c'est une façon de consommer problématique et que ça nécessite au moins une évaluation et éventuellement une aide. Les parents s'inquiéteront plus parce qu'ils trouvent une barrette de shit que parce que leur fils ou leur fille est en coma éthylique à 15 ou 16 ans. Le coma éthylique est quelque chose de très grave, ça laisse des conséquences cérébrales, c'est le changement auquel on assiste depuis 2007 à peu près. Mais alors, ensuite, quand ils viennent chez vous, il y a des jeunes intoxiqués, il faut qu'ils apprennent on est obligé de faire du sevrage? Nous, on a maintenant des sujets dépendants beaucoup plus jeunes, vers 20-25 ans, alors qu'avant c'était plutôt 35-40 ans. Et ça, c'est issu d'une consommation d'adolescents. C'est issu des consommations massives d'adolescents. Alors, il faut quand même dire que heureusement, une grande partie des adolescents qui boivent trop arrêteront, comme ils arrêteront d'ailleurs le cannabis quand ils auront 30 ans, une femme, un boulot. Bah alors pourquoi dites-vous que c'est grave? Voilà, on s'arrête après quand on a 20-25 ans, qu'on entre dans la vie active. Parce que y en a à peu près 10% qui deviendront dépendants et qui gâcheront leur vie. Entre-temps, ils ont quand même la possibilité de se tuer en voiture, de se battre, d'avoir des relations sexuelles non protégées, de se faire violer. Il y a quand même toute une... et éventuellement d'être violents en famille, sur leurs enfants. Donc il y a toute une série de drames qui touchent une petite partie de la population qui consomme. Mais qui sont, étant donné que la consommation est tellement large, ça fait à peu près 4 millions de personnes qui souffrent de problèmes d'alcool. Vous l'avez effleuré le sujet, mais c'est vrai qu'on raconte que les filles boivent beaucoup, et du coup il y a des comportements sexuels débridés, et on retrouve pas mal de filles enceintes maintenant, issues de soirées alcoolisées. Enfin, enceintes ou cherchant à pouvoir avoir un avortement thérapeutique, à prendre la pilule du lendemain. Donc c'est effectivement ou même violées, ou même violées, ou ayant des rapports qui ne sont pas vraiment désirés, enfin dans des situations avec des vidéos qui circulent sur Internet. Avec effectivement, parce que il faut quand même bien voir que les choses ont changé depuis que la publicité sur Internet est possible. Depuis que la loi HPST a introduit ce qu'on appelle un cavalier législatif qui a permis... Attendez, la publicité pour l'alcool est interdite à la télévision? Elle est autorisée sur le net. Elle est censée être interdite sur les sites des moins de 18 ans, mais comme ça n'existe pas, les sites des moins de 18 ans, la publicité est absolument partout sur le net. Les grands alcooliers ont totalement investi les sites musicaux, les sites festifs, les sites sportifs, les regroupements et sont derrière. Avant, ils avaient des stratégies un peu plus compliquées de faciliter la fête, de soutenir les bureaux des étudiants. Là, maintenant, ils n'ont qu'à être sur le net et laisser le net se démultiplier après. Par les réseaux sociaux, la cuite est devenue la norme. Et donc les stratégies sont extraordinairement bien faites, mais elles aboutissent à cette catastrophe sanitaire à laquelle on est en train d'assister. Alors on va écouter des témoignages de jeunes et vous allez voir le contraste avec ces jeunes qui prennent à la légère, qui sont même fiers de s'alcooliser régulièrement. On écoute. Ma première pite était à 13 ans. Ce soir, mon quota, ce sera 2 bouteilles. Voilà. Une vingtaine de shots de vodka. Non, mais rigole pas. De vodka, d'alcool mélangé, etc. C'est la honte, hein. J'en suis pas fier. J'ai fait presque un coma éthylique l'autre fois. C'est dans ma culture, quand j'ai envie de boire un coup, je bois un coup. Donc voilà, moi, je bois ça comme si je buvais une mentalo, quoi. C'est con, mais non, mais c'est vrai. Je bois pas ça parce que c'est de l'alcool. Je bois ça parce que j'aime ça. Professeur Reynaud, vous remettez la semaine prochaine au gouvernement un rapport justement pour proposer des solutions face à ces comportements addictifs. Qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes? Parce que si on leur dit « mais bois pas, c'est mauvais pour la santé », ça ne marche pas, ça ne les touche pas. C'est déjà leur faire comprendre qu'ils ont été manipulés et qu'ils en sont dans des conduites qui sont extrêmement... Je pense qu'on peut leur faire comprendre qu'ils se mettent en danger. Il ne s'agit pas de leur parler d'une cirrhose qu'ils auront dans 20 ans, mais de leur parler des accidents, leur parler de la violence, leur parler du coma, leur parler des rapports sexuels.
on peut penser quand même que ça sera entendu. Ensuite, je pense qu'il faut développer l'intervention précoce, c'est-à-dire, au lieu, on y reviendra sûrement pour le cannabis, au lieu de se centrer sur une répression, il faut se centrer sur une évaluation des gens qui ont des comportements de consommation pathologiques. Et que l'ensemble des acteurs de premier rang, c'est-à-dire les enseignants, les médecins généralistes, les médecins urgentistes, essaye de voir avec le jeune que sa consommation pose problème et que ça mérite d'être évalué. Vous parliez à l'instant des cirrhoses. En fait, cette biture express, comme on dit, ce binge drinking, ça nous vient de Grande-Bretagne. Est-ce qu'avec le recul, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des séquelles chez les Britanniques du fait de cette consommation massive qui, chez eux, remonte dans les années 90 hein. Il y a un parallélisme absolu qui a été montré dans de nombreux pays entre la consommation et les conséquences. Quand la consommation augmente, chez les Anglais, elle a beaucoup augmenté entre 90 et 2010, il y a une réaugmentation, un triplement des cirrhoses. Chez nous, on parle de 6000 cirrhoses en Grande-Bretagne, c'est plus que les 4000 morts sur la route. Hein. C'est plus que les 4000 morts sur la route, oui. Mais en France, vous avez 50 000 morts liés à l'alcool. L'alcool est à la fois... Oui, de façon indirecte, vous comptez les accidents de voiture, les accidents de myocarde. C'est à la fois, ça tue directement, et ensuite c'est un facteur déclenchant, un facteur aggravant d'un grand nombre de pathologies. Il y a les cancers. Alors, après tout ce qu'on vient de dire, vous m'évoquez à l'instant le cannabis. Le cannabis est totalement banalisé, et bien souvent ceux qui veulent banaliser le cannabis disent « oui, mais c'est pas plus mauvais que l'alcool ». Après tout ce que vous venez de dire sur l'alcool, on a envie de le croire. Hein. Ah mais ça, j'en suis intimement convaincu. Les experts dans le monde entier... Bon, alors donc, fumons, buvons. Pas du tout, pas du tout. Les experts ont montré qu'il y avait des gravités, que le produit le plus dangereux, c'est l'alcool. C'est à la fois celui qui procure le plus de plaisir, mais aussi c'est celui qui est le plus destructeur. Bien avant, contrairement à ce que pense la population, l'héroïne, la cocaïne et le cannabis. Il n'empêche que le cannabis a des effets néfastes, que l'on connaît, qui touche une petite partie des consommateurs et notamment les gros consommateurs réguliers, et que là encore, il y a toute une stratégie à mettre en place pour empêcher de consommer tôt, parce que c'est pas du tout pareil quand on consomme à partir de 18-20 ans qu'on consomme avant, que ce soit de l'alcool ou du cannabis ou du tabac, les conséquences ne sont pas du même ordre. C'est beaucoup plus grave de consommer avant 18 ans et toute l'énergie devrait être mise là-dessus. Ensuite, le cannabis, là, tel que c'est actuellement, c'est-à-dire une pénalisation qui n'est pas appliquée, on vous met au poste de la prison, quoi. On vous met au poste et on fait un rappel à l'ordre qui est au contraire un titre de gloire. Ça n'a strictement aucune... Vous proposez quoi, des amendes comme une voiture mal garée? On propose une contraventionnalisation et une évaluation. Mais systématique. Et une évaluation systématique. Le jeune, on le prend, 135 € d'amende, boum, tous les jours. C'est plutôt moins. Mais non, et une évaluation, en particulier en cas de récidive. Aussi bien pour l'alcool que pour le cannabis. Un mot, bon, il nous reste une minute pour parler de ces nouvelles drogues de synthèse, le MDMA, l'ecstasy, c'est quoi? D'abord, ça se présente comme un cachet d'aspirine qu'on avale et ça a quel effet? Ça se présente comme des cachets, mais ça peut se présenter aussi comme des poudres, c'est vendu comme engrais. C'est fabriqué donc dans les laboratoires dans les laboratoires clandestins, c'est extrêmement facile à faire. Il faut des années pour faire un médicament dont on a parfaitement évalué les effets, plus ou moins bien d'ailleurs évalué les effets ou les conséquences. Là, il suffit de changer un radical à une molécule proche du cannabis ou des amphétamines pour obtenir tous les produits possibles. Quel effet sur le cerveau? Tout est possible. Comme ivre, on est comme... Voilà, on est ivre, on est heureux, on a des hallucinations, on est excité, on a... Ça se répand beaucoup, ça s'achète facilement? Combien ça vaut sur Internet? Ça explose, puisqu'on en a maintenant une par semaine de nouvelles, alors qu'avant il y en avait une nouvelle pilule par semaine disponible sur le marché. Disponible sur le marché, donc tous les essais sont possibles. Merci beaucoup, professeur Michel Reynaud, chef du service addictologie à l'hôpital Paul Brousse Villejuif, d'être venu nous commenter donc ce rapport sur les drogues et la toxicomanie en France qui malheureusement s'aggrave. Merci. Restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air. Yves Calvi, pourquoi l'actrice Angelina Jolie a-t-elle décidé de façon préventive de subir une ablation de ses seins? Avec quelle précision la génétique est-elle capable aujourd'hui de prédire les risques de chacun? C'est dans l'air est intitulé ce soir Les seins d'Angelina. C'est-à-dire, vous en dit encore plus sur France5.fr.